Monsieur le recteur, monsieur le conseiller d'État, mesdames, messieurs les doyens professeurs, mesdames et messieurs, tout d'abord, je dois vous dire qu'il est difficile de trouver les mots adéquats pour exprimer, monsieur le recteur, ma reconnaissance et aussi mon émotion pour l'honneur que vous me faites, pour le privilège que vous me donnez de pouvoir m'adresser à vous avec quelques modestes réflexions sur un sujet qui effectivement m'a occupé pendant de nombreuses années. Je suis d'autant plus touché de pouvoir le faire dans une université aussi prestigieuse, dans la ville de Genève qui, avec son université, ont eu une histoire formidable, une histoire qui a contribué à l'édification de valeurs qui n'ont pas été totalement étrangères à l'éducation que j'ai reçue et aux convictions qui sont devenues les miennes. Et aussi touché de pouvoir être aujourd'hui, et je ne l'aurais jamais imaginé, parce que c'était inimaginable, quand je lisais les livres de Toni Morrison, qu'un jour j'ai le privilège d'être avec vous, madame, ici. Mesdames et messieurs, ce sont les réflexions pas d'un scientifique. Vous l'avez entendu, j'ai un peu flirté avec la recherche scientifique quelques années dans un endroit merveilleux, le Max Planck Institute, mais je suis et j'ai été et je reste avant tout un homme de terrain et donc pas un scientifique. La Déclaration universelle des droits de l'homme, approuvée à Paris le 10 décembre 1948, est une première et significative réaction aux horreurs de la barbarie de la Seconde Guerre mondiale. Le texte, néanmoins, a une valeur plus symbolique qu'effective. La présidente de la commission qui a rédigé ce texte, Madame Eleanor Roosevelt, l'admet d'ailleurs dans son discours introductif au Palais de Chaillot à Paris. Elle reconnaît qu'il a fallu faire des compromis et que chaque partie n'a pas pleinement obtenu ce qu'elle aurait voulu. D'ailleurs, pas tous les États membres ont souscrit la déclaration. Dans les milieux de la philosophie du droit, une longue controverse s'est entretenue sur le fondement des droits de l'homme, sur la pertinence de leur caractère universel. D'aucuns considèrent que la déclaration de 1948 constitue en fait une victoire des valeurs libérales et individualistes des Occidentaux au détriment d'autres systèmes de valeurs qui mettent plutôt l'accent sur la dimension communautaire de l'individu. D'autres encore estiment que ces valeurs ont un caractère absolu et relèvent du droit naturel, sans oublier ceux qui y croient que c'est l'expression de la volonté divine, notamment chrétienne. Dans la Déclaration d'indépendance des États-Unis de 1776, on lit que les hommes ont été créés égaux et que le Créateur les a investis de certains droits inaliénables comme la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Kant considérait quant à lui qu'un seul droit était vraiment inné et inaliénable, la liberté. Encore faudrait-il savoir quelle liberté. En fait, s'il y a divergence et controverse sur le fondement des droits de l'homme, on s'accorde sur le fait qu'ils sont nécessaires. La notion de droit de l'homme n'est en effet pas précise et ponctuelle. Comme le relève Norberto Bobbio, la liste et les contenus des droits fondamentaux évoluent à travers l'histoire, le développement des différents pays et avec l'apparition de nouvelles menaces. Aujourd'hui, dans les pays de la Corne d'Afrique, le droit à l'accès à l'eau et à la nourriture et à la sécurité est certainement plus important que la liberté d'expression ou le droit à la vie privée. Ce dernier assumant par contre une signification croissante
dans une société technologiquement toujours plus avancée et toujours plus envahissante. La Déclaration universelle des droits de l'homme a eu le grand mérite de lancer le débat, mais n'a eu aucune conséquence contraignante pour les États signataires. La Convention européenne des droits de l'homme, par contre, la Convention du 4 novembre 1950, est allée plus loin. C'est un véritable traité qui engage les États partenaires et qui institue des mécanismes de contrôle de la mise en œuvre de ces principes. La Cour européenne des droits de l'homme a joué et continue à jouer un rôle important dans l'évolution des différents droits nationaux et la protection des droits fondamentaux des citoyens. Ce sont aujourd'hui plus de 800 millions de citoyens de 47 pays européens différents qui peuvent saisir personnellement la Cour de Strasbourg pour faire valoir une violation des droits contemplés dans la Convention qu'ils estiment avoir subie dans leur pays. La jurisprudence de la Cour a ainsi contribué à élaborer un véritable patrimoine de valeurs communes sur le continent, contraignant à plusieurs reprises les États, Suisse comprise, à modifier leur législation, non sans susciter parfois une vive irritation dans les pays concernés. On peut ainsi dire qu'après l'immensité de la tragédie de la guerre mondiale, les droits de l'homme et la dignité humaine ont gagné en attention et en importance. Grâce à l'action du Conseil de l'Europe, la peine de mort n'est plus exécutée dans aucun des 47 pays membres du Conseil. Sur le continent, seule la Biélorussie de Loukachenko, qui n'est pas membre du Conseil, continue à mettre à mort des condamnés, les 2 derniers, encore ce mois de juillet. La déconcertante affaire de Troy Davis, exécutée 20 ans après le jugement, et malgré le fait que la majorité des témoins se soient rétractés, illustre à quel point le droit à la vie est différemment interprété des 2 côtés de l'Atlantique. Les progrès dans les domaines des droits de l'homme sont cependant précaires et les rechutes nombreuses. Certes, le sujet est dans la bouche de tout le monde, dans les discours de la plupart des politiciens. Pourtant, comment ne pas voir qu'au cours de cette dernière décennie, nous avons fait d'inquiétants pas en arrière? Comment ne pas ressentir un malaise comme un présage que quelque chose de grave et de dangereux pourrait se répéter? Oui, mesdames et messieurs, je crains, et c'est peut-être une obsession de ma part, je crains que nous soyons en train de vivre une période historique qui rappelle un peu celle des années 30 qui précéda la catastrophe que nous savons. L'histoire ne se répète pas, elle bégaye, aurait dit Karl Marx. Et pourtant, la crise financière internationale qui risque de provoquer une dépression économique de grande envergure, la recherche et la construction obsessionnelle d'une figure d'ennemi, hier le juif, le communiste et le rom, aujourd'hui le musulman, toujours et encore le rom, le noir et l'étranger en général, le repli sur soi-même, un nationalisme exacerbé, ainsi que l'exploitation de la peur des citoyens que l'on suscite à dessein, ne rappelle-t-il pas les circonstances et les dynamiques qui ont abouti à l'explosion des pires instincts de sauvagerie de l'être humain? Comme aujourd'hui, on a progressivement restreint les libertés individuelles et bafoué les droits de certaines catégories de citoyens, alors, comme aujourd'hui, dans l'indifférence, voire avec le consentement tacite de la majorité. Les attentats terribles du 11 septembre ont permis à l'administration américaine, avec l'accord et souvent la complicité des gouvernements européens, de faire passer à l'opinion publique un message dévastateur. L'État de droit n'est pas à même de faire face à ce genre de phénomène. Ni la justice, ni les conventions de Genève ne sont des instruments adéquats pour contrer ce genre de menaces. D'où le recours
aux enlèvements, les fameuses Extraordinary Renditions, au système Guantanamo, aux prisons secrètes et à la torture. Même l'ONU, à travers le Conseil de sécurité, a institué des listes noires qui, sans preuve aucune, sans possibilité de vraiment se défendre et surtout sans aucune possibilité de recourir à une autorité indépendante, a privé et continue de priver de nombreuses personnes de toute possibilité d'exercer une activité économique quelconque ou de passer une frontière, leurs biens étant bloqués dans le monde entier et leurs passeports privés de valeur. Cela de la part d'une organisation internationale qui est censée diffuser et protéger les valeurs de la démocratie et de la suprématie du droit. Une fois encore, mesdames et messieurs, une fois encore, tout cela a été accepté sans grande opposition. Une fois encore, une contradiction éclatante et choquante entre les principes proclamés et leur mise en œuvre. Le message que l'on veut donner est clair. La sécurité ne peut être assurée qu'au prix de sacrifices dans le domaine de la liberté et des droits de l'homme. On n'hésite pas, une fois encore, avec la complicité active ou tacite des autorités de nombreux États européens, d'enfreindre l'interdit absolu de la torture. Une conquête de civilisation que l'on pensait pourtant définitivement acquise. Le supplice de la baignoire, institutionnalisé dans le manuel d'interrogatoire établi par l'administration américaine, et de nombreuses personnes ont été remises en dehors de toute procédure légale à des pays comme la Syrie, le Yémen, l'Égypte, le Maroc ou la Libye. Des pays dont la réputation était pourtant bien connue et qu'on n'hésitait pas à classer dans l'axe du mal. Remis à ces pays pour y être torturés à la présence d'agents de la CIA. On en est arrivé ainsi à inventer aussi la délocalisation de la torture. La plupart des personnes qui ont été ainsi kidnappées, torturées et détenues pendant des années ont été entre-temps relâchées, rien ne pouvant être prouvé à leur encontre, sans un mot d'excuse, sans $1 d'indemnité. Certes, certaines d'entre elles qui ont essayé de s'adresser au tribunal se sont vues déboutées, le gouvernement ayant invoqué systématiquement le secret d'État et les intérêts de la sécurité nationale. Dans différents pays d'Europe, la justice tente toujours de faire la lumière sur ces faits. Avec assez peu de résultats, les gouvernements, et il faut le dire de toute tendance politique, ayant tout fait pour entraver les recherches. La politique, les parlements et l'opinion publique ont réagi assez mollement à ces événements. Victimes de ces abus, de ces actes criminels, n'ont été et ne sont finalement que des étrangers, tous des musulmans. Pourquoi, mesdames et messieurs, avons-nous accepté tout cela? Pourquoi on ne s'est pas révolté contre de telles dérives? Pourquoi acceptons dans l'indifférence que le président de la plus grande puissance mondiale, longtemps admiré pour ses conquêtes dans le domaine des libertés civiles, ait pu dire « Justice has been done » en saluant l'assassinat d'un recherché pour de graves actes de terrorisme, alors qu'il était tout à fait possible de l'arrêter et de le déférer à la justice. Indifférence et passivité qui ne peuvent que rappeler, elles aussi, les années 30. Les mesures qui furent progressivement prises en Allemagne contre les Juifs, les communistes et les Gitans n'avaient pas non plus suscité de réaction particulière. Même chez nous, l'empressement dont ont fait preuve de nombreuses et prestigieuses industries suisses d'exportation pour certifier aux autorités nazies la pureté aryenne de leurs cadres n'avait provoqué aucun scandale. Hannah Arendt, alors réfugiée en France, a eu des paroles très dures pour condamner l'indifférence qui entourait la tragédie des Juifs envoyés à la mort.
Dans un article du 8 mai 1942 intitulé « L'éloquence du diable », elle dénonce une fois encore la conspiration du silence qui entoure le sort des Juifs. Elle s'en prend violemment aussi à la passivité des différentes organisations juives, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. La philosophe allemande, à cet égard, est insoupçonnable. Lorsqu'on lui demandait de quelle nationalité elle était, elle répondait « Je suis juive ». Je suis parfaitement conscient, mesdames et messieurs, que les comparaisons historiques sont non seulement très délicates, mais également rarement pertinentes. Ce que je veux dire, en fait, c'est qu'aujourd'hui, comme alors, on ne s'indigne pas face à l'injustice, comme si cela ne nous concernait pas. On ne se sent pas touché, car cela arrive aux autres, à une catégorie de gens qui n'est pas la nôtre. Comment ne pas penser alors au poème écrit à Dachau par le pasteur Martin Niemöller, poème que certains avaient attribué, je crois à tort, à Bertolt Brecht, lorsqu'ils sont venus chercher les communistes, etc., etc. Et que lorsqu'ils sont venus chercher moi, il n'y avait plus personne pour protester. Le mensonge et la tromperie des citoyens, souvent masqués par le recours abusif de la notion du secret d'État et par de prétendus intérêts de la sécurité nationale, sont depuis longtemps des instruments de pouvoir, souvent accompagnés d'une motivation honorable de nature humanitaire et d'un altruisme démocratique. Les Pentagon Papers avaient révélé les mensonges dont s'étaient servis les administrations successives pour justifier et poursuivre l'intervention au Vietnam. La guerre en Irak, c'est désormais connu, a été déclenchée sur la base de motivations fallacieuses et sur la situation en Afghanistan continue à ne pas dire toute la vérité. Dans tous ces cas, les pays de l'Alliance ont également invoqué les droits de l'homme et les valeurs de la démocratie pour justifier l'intervention militaire. En réalité, si on considère le nombre de civils innocents qui ont perdu et continuent à perdre leur vie suite à ces interventions, si on considère le désastre qui règne encore sur place, on ne peut que conclure que la défense des droits de l'homme et de la démocratie n'est qu'un prétexte boiteux. On pourrait d'ailleurs se demander si tel est vraiment le cas, pourquoi on n'est pas intervenu plus tôt en Libye? Pourquoi Kadhafi, pourtant sérieusement soupçonné de graves attentats terroristes, a été, dans un passé encore récent, invité avec tous les honneurs dans les principales capitales occidentales? Les victimes des tours jumelles méritent respect et compassion. On ne fait rien d'utile toutefois pour leur mémoire et on n'aide pas leur famille en recourant à l'illégalité pour combattre le terrorisme. Au contraire, le recours à la torture, aux détentions secrètes et sans procès, ainsi qu'à des guerres fondées sur des motivations mensongères, a pour conséquence d'offrir à ces criminels, car ce sont des criminels, un prétexte de légitimité, la légitimité de combattre un État, un système qui fait usage de moyens que son propre ordre juridique lui interdit. Ces actes de violence aveugle doivent être combattus avec intelligence, la coopération internationale et la justice. C'est ce qu'a fait, entre autres, l'Espagne avec succès après les terribles attentats du 11 mars 2004 à Madrid. On ne saurait non plus oublier la prévention. L'injustice reste en effet la principale alliée du terrorisme. Comment ne pas comprendre, pour faire seulement un exemple, que tant que le problème de la Palestine ne sera pas réglé, que tant que des dizaines de milliers de personnes sont contraintes de vivre dans des camps depuis 1948, sans nationalité, sans une véritable identité, sans un véritable statut et surtout sans espoir, il n'y aura jamais la paix et il y aura toujours des actes de violence.
Mesdames et messieurs, dans la Corne d'Afrique, des millions d'êtres humains, en majorité des femmes et des enfants, se trouvent dans une situation d'extrême détresse. Les victimes se comptent par centaines chaque jour. Ce n'est pas seulement à cause de la sécheresse, mais aussi et surtout la conséquence d'un long conflit. Qu'a-t-on fait? Qu'a-t-on fait pour combattre l'odieux trafic d'armes qui a continuellement alimenté cette guerre? Un trafic très rentable et pas tout à fait étranger à des réseaux et des intérêts qui ne sont pas tellement éloignés de notre réalité. A-t-on invoqué des mesures extraordinaires pour faire face à cette énorme catastrophe humanitaire? Non, bien sûr. Est-ce qu'une vie aurait-elle plus de valeur à New York qu'à Dahab, le plus grand camp de réfugiés du monde? Les trafics d'êtres humains, d'armes, de drogue et d'organes humains sont, avec la corruption et la spéculation financière, les principales menaces pour nos sociétés démocratiques. La lutte contre ces fléaux ne figure toutefois pas parmi les priorités politiques, ni dans les préoccupations majeures de l'opinion publique. Pourquoi? Est-ce à cause des énormes intérêts financiers en jeu et des complicités embarrassantes qu'ils impliquent? Une fois encore, une question qui dérange, une question qui me paraît nécessaire. Les beaux textes sur les droits et la dignité de l'homme nous ont donné l'espoir que nous nous acheminons vers un monde meilleur, vers une paix véritable, vers le respect de l'être humain. Des progrès certains ont été faits, mais on a toujours l'impression, du moins la crainte, que les démons du passé ne cessent de nous guetter. Faut-il penser, faut-il craindre l'éternel retour nietzschéen? Les droits de l'homme, on l'a vu, continuent d'être l'objet de débats théoriques passionnés et passionnants. Je n'ai pas l'ambition de prendre part à ces discussions de haut niveau. Ces dernières années, dans le Caucase du Nord, dans la région des Grands Lacs au Congo et dans les Balkans, j'ai eu des rencontres bouleversantes avec des familles des victimes, avec des personnes torturées, des femmes violées, des mères qui sont à la recherche désespérée de leurs enfants disparus, amenés par des forces dites de l'ordre. J'ai pu constater ce qu'un éditorialiste a très bien écrit, à savoir que rien, vraiment rien, ne distingue une mère serbe d'une mère kosovare ou tchétchène qui pleure son fils disparu sans laisser de traces. Les droits de l'homme, leur violation surtout, deviennent alors quelque chose de très concret, de dramatiquement concret. C'est la torture dans toutes ses formes, dans ses formes les plus horribles, l'humiliation sadique et dégradante, l'absence d'espoir et de justice, la force brute comme expression de pouvoir. Cette approche ne permet pas qu'on se limite à des considérations philosophiques sur les grands systèmes. Elle exige des questionnements, oui, des questionnements dérangeants et politiquement pas toujours corrects. Hannah Arendt, encore elle, a observé avec pertinence que nous avons peur d'avoir peur, mais nous avons surtout peur d'être libres. Les hommes de pouvoir, ceux surtout qui en abusent, l'ont parfaitement compris. La politique et les politiciens n'ont pas le droit de s'approprier du thème des droits de l'homme à des fins de propagande pour fleurir leurs beaux discours. Les droits de l'homme exigent un engagement, ils impliquent le risque de ne pas plaire, d'exaspérer ceux qui détiennent le pouvoir. Vous me conférez aujourd'hui, Monsieur le Recteur, un grand honneur, une reconnaissance prestigieuse, tout simplement pour avoir fait mon devoir. Permettez-moi alors que je dédie cet honneur à des jeunes femmes, à des jeunes hommes que j'ai rencontrés sur le terrain,
dans les régions les plus dangereuses du monde, des personnes brillantes et bien formées qui, au lieu d'une existence confortable, ont choisi de se battre pour les droits de leurs concitoyens, risquant chaque jour leur vie. Laissez-moi en mentionner au moins deux, dont la personnalité, l'action et leur destin tragique m'ont profondément touché. Natalia Estemirova, Natacha pour ses amis, assassinée en Tchétchénie, et Floribert Chebeya, assassiné au Congo. Deux personnes extraordinaires. Elles représentent par leur engagement et leur sacrifice la mauvaise conscience de la masse indifférente, personnes jugées coupables pour s'être engagées en faveur des droits de l'homme. Avec leurs collègues, elles ont admirablement interprété la maxime d'André Malraux. La politique n'est pas ce qu'on désire, c'est ce qu'on en fait. C'est ce qu'a fait également Toni Morrison en recourant à l'art, avec son extraordinaire capacité de raconter, d'évoquer l'histoire et le mythe. Elle nous a fait rêver, mais elle nous a aussi ouvert les yeux. Elle a surtout grandement contribué à rendre la dignité à une communauté trop longtemps humiliée. Merci, Madame Morrison, et merci à vous, Mesdames et Messieurs. Merci, Monsieur Marty. Je crois qu'après vos paroles et après cet hommage, je ne peux que me taire et vous remercier. Mea culpa, merci. Mea culpa encore, Madame Morrison, parce que c'est également la première fois que, pour nos regards croisés, nous donnons la parole à une femme. À une... Okay. Une grande dame de la littérature américaine, on l'a entendu, une femme de plume, une femme de conviction, une femme d'engagement qui met en scène, livre après livre, l'insupportable réalité du racisme et du mépris au quotidien. Madame Toni Morrison. Thank you. Is this on? Thank you. Thank you very much. I'm delighted to be in this company, and I feel very complimented and happy that I did not have to precede Mr. Marty. That was an extraordinary, extraordinary presentation. I'm also gratified by the honor that the University of Geneva has offered me, an institution of great age,
prestige, and commitment to humanities, social sciences, along with its, I suppose, rather overwhelming and universal recognition for its work at the pure sciences. I'm even more pleased by the topic I was encouraged to address, being ordered to give an assigned speech relieved me. I didn't have to choose. So I was encouraged to speak on human rights and women's rights. And that really was interesting, that choice, if troubling, as long as human rights are not naturally and automatically understood to include women. It seems as though there are humans, and then there are women, a kind of supplement to, if not separate from, real human beings. However, I really do understand the need to separate, at least to dramatize the necessity of just reminding ourselves of how hard it has been historically for women to actually enter that terrain of human rights, and really how difficult it has been to simply garner attention to routine repression of gender, as well as our erasure from the concept of human rights. And it is that separation and occasionally complete erasure that has made certain problems in the discourse of women's rights and human rights surface. And I've just gathered a few examples of the troubling aspects in the way we talk about human and women's rights. First of all, there's equality, an emphasis on equality as an end in itself, and not its ethical and moral obligations. The struggle, the very, very poisonous controversy in 19th century America was, in terms of voting, universal suffrage. The problem was whether to give the vote to white women or black men. And the white women in the suffrage movement were very vocal in their resistance to having to share suffrage with black men. As provocative as that battle was, for me, the real erasure from the discussion that I've just described are those who occupied both camps, black and female. But that was never in the equation. It was a question of white women or black men. I gave a commencement address some years ago, and this is my second point. And I titled it Cinderella's Sisters. I was trying to draw attention to the glorification of the harm women do to each other. Cinderella is a fairy tale about a household of women gathered together, held together in order to abuse another woman. That's their sole function. And the theme of my lecture was to discourage women from the oppression of other women and to call attention to the violence women do to each other
to remind the women, and I was speaking at an all-women's college, that mothers who abuse their children are women. And another woman has to stay her hand. That women who beat and enslave their domestic help, those are women. And another woman has to stay her hand. That mothers who sell, abandon, slaughter their children are women. And another woman has to stay her hand. What I had hoped to convey was that women's rights are not merely an abstraction, a cause. It is a very personal affair. In addition to the law and the legislation about human rights, it really is you and me. Me saying, no, I will not help you destroy another human being. The third thing I thought about in contemplating this separation that I think is narrowing between human rights and women's rights is my memory of, in the United States, we have a collection of laws called affirmative action, laws designed to end discrimination in the workplace and at educational institutions, etc. But because racial discrimination in the affirmative action laws, and especially in the United States, racial discrimination is so theatrical and so prevalent and so central, the public has come to see that these laws are purely and solely about race. The largest group of beneficiaries under this law are white women, women who seem reluctant to counter the vicious and prevalent notion of what they call reverse racism. And they do not raise their voices loud for vigorous support of affirmative action for fear they will be tainted with the discrimination against race. But the fact is that feminist movements have always, in the United States, followed Black freedom movements. It was so in the 19th century, following the Civil War and during Reconstruction. Universal suffrage for women followed Reconstruction. It was so in the 1960s, following the Civil Rights Movement, which was about segregation, jobs, etc., after which came the feminist movement and the end of segregation. The last thing, I think sort of the last point I want to make about what is troubling to me in the language, the discourse, and the attitudes about human/women's rights it's the language that surrounds sexual assault. Women's rights under those circumstances, the language is sorely wanting and a little twisted. Violence against women is understood primarily as sexual assault or domestic violence. But we look at it only through the eyes of the victim, which is vital. I don't want to suggest that it isn't. But where is the scholarship? Where is the analysis on men who rape? Are they these mindless Grindells just born to monstrosity when given the least chance? Or are they
our husbands, sons, brothers, and fathers. Something is missing in this language. Why does rape, this most flesh-bound attack, remain so focused on the victim, who was again perceived as weak, vulnerable, and helpless? Where is the analysis of the masculinist coupling of these abuses? I would like to see an examination of homoeroticism in gang rape, which has nothing to do with homosexual males, but everything to do with the eroticism of heterosexual men. One sees it constantly outside prison camps in which there are women, camp followers, or outrageous chaos and wars in the various states in Africa in particular. Sharing as a group, watching as a group increases and distributes the joy of that assault. And the group nature of it is important. But the legitimate focus on female victims must not erase, diminish, and only criminalize without analyzing who are these aggressors, who talks to them about what they do. However, fortunately, there are some signs, powerful ones, of change. Signs that do assume women's rights are also human rights. The lashing of women for walking by themselves alone in public in certain Middle Eastern countries, or having a cell phone, or other really childish prohibitions, has outraged men as well as women about these punishments. The crowds demanding to be heard, demanding accountability, responsibility from the corrosive partnership between money and politics, insisting on value instead of costs. These crowds, these protesters, are springing up everywhere, and they have assumed in their makeup the equity of females in that battle. But the ultimate, the most impressive, seamless merger of women into the human race are 3 women, just recently, who have been awarded the Nobel Prize for Peace. And they were awarded that prize not for women's work, not for being women, but for the democratization of a nation, but for the cessation of war, but for respect for and healthy use of the environment, something that affects us all as human beings. So I think, I am persuaded now that that supplement term, women's rights, may finally be redundant. Thank you. It's a real pleasure.
Thank you. Okay. Great. Thank you. Thank you.